Comme vous le savez, j'essaye de vous aider et j'essaie de m'aider aussi à mieux comprendre comment on va pouvoir gérer les crises à venir, les crises actuelles. Et je crois que l'improvisation, c'est un sujet qui me semble essentiel parce que je sais qu'on va devoir improviser demain. Et j'avais déjà parlé de ce sujet avec le génial André Manoukian sur ce podcast. Et aujourd'hui, si je reste dans le domaine musical, cette fois c'est avec le monstre sacré de la trompette, Ibrahim Malouf, qui est également l'auteur d'un livre qui s'appelle Petite philosophie de l'improvisation, qui est sorti aux éditions de l'Équateur, que je vais faire cet épisode. Parce que vous le savez sans doute pas, mais Ibrahim, il écrit énormément et depuis toujours. Alors évidemment, ce podcast, comme le livre d'ailleurs, ne s'adresse pas uniquement aux amoureux de la musique, c'est un propos qui est beaucoup plus universel. Et avec Ibrahim, on parle de plein de choses. On parle de philosophie, de neurosciences, d'éducation, de liberté, d'humilité, de lâcher prise, de sa relation à son père, mais aussi de l'état de la société aujourd'hui. C'est une très belle discussion, c'est un très bel épisode que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Donc je vous laisse justement le faire. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Ibrahim. Bonjour. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui ? Oui, très bien. Bon, on va parler d'improvisation ensemble. Et dans votre livre, vous dites l'improvisation, c'est une action hautement physique. J'aimerais comprendre pourquoi. Physique, mais je ne sais pas si je dis ça précisément comme ça, mais en tout cas, ça sollicite énormément de choses, que ce soit physique comme de force mentale aussi. La liberté, c'est quelque chose qui s'acquiert avec beaucoup d'expérience en général, et c'est quelque chose qui, pour être suffisamment libre, il faut avoir su casser la coque qui est autour de nous, la coque de l'œuf. Et alors, d'un côté, cette coque, c'est symboliquement, pour moi, c'est ces codes qu'on s'oblige à respecter parce que dès notre naissance, dès l'école, et il est nécessaire évidemment, hein, mais que ça se passe de cette manière-là, mais on nous interdit de faire tout ce qu'il ne faut pas faire, et on nous encourage en tout cas à faire un certain type de choses qui correspondent au code de ce qu'on est censé connaître et de notre fonctionnement social, global, etc., ou artistique, ou peu importe. Or, se libérer de ça, comme disait Einstein, c'est penser à côté, c'est réussir à bouleverser un peu ces codes-là pour en créer de nouveaux, sinon on stagne. Et c'est cette liberté-là qui est difficile à acquérir, qui pourtant est innée chez nous. On est avec cette liberté-là, mais elle disparaît au fur et à mesure de notre éducation. Et d'ailleurs, vous parlez beaucoup de vos parents, et en particulier de votre père, qui était, lui, très rigoureux, très dur. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Comment vous avez fait pour vous libérer parce qu'en fait, vous dites il faut sortir de la coquille, mais comment on fait pour faire ça quand on a un père qui est aussi rigoureux ? Parce qu'il était musicien aussi, pour ceux qui nous écoutent et qui le savent pas. Ouais, il est assez âgé aujourd'hui, mais il est toujours un peu musicien. Il n'a jamais vraiment arrêté. Mais la chance que j'ai eue d'abord, c'est que ma mère était pas du tout dans cet état d'esprit-là et qu'elle avait quelque chose de beaucoup plus presque pas innocent, mais elle avait quelque chose de plus naturel. Elle a été moins figée par les codes de l'enseignement, de l'éducation, etc. Elle avait une éducation un peu plus contemporaine, plus moderne. Et donc, ça la gênait pas que je puisse me mettre au piano, que je m'amuse sans forcément que j'arrondisse les doigts, etc., etc. Elle était beaucoup plus libre, en fait. Et donc, pouvoir avoir ces deux regards posés sur moi, depuis ma petite enfance, celui de mon père qui avait beaucoup d'exigences et qui avait beaucoup d'attentes aussi, parce que bon, j'étais son fils, en général, mais en plus c'est encore pire chez les orientaux, mais le fils, c'est celui qui va reprendre le flambeau, il y a un côté un peu comme ça, donc il mettait beaucoup d'espoir dans son fils et tout ça. Au détriment d'ailleurs de sa fille. Mais il y avait quelque chose comme ça de la fierté et donc de l'exigence et donc de jamais laisser passer quoi que ce soit de pas parfait. Et donc il avait cette exigence-là qui était au départ quelque chose de bienveillant, mais qui Bien sûr. quand ça devient trop, ça devient trop. Voilà. Et du côté de ma mère, du coup, il y avait cet autre équilibre. Et donc, ces deux regards posés là sur moi ont fait que peut-être j'ai trouvé un chemin entre les deux. J'imagine que j'ai dû creuser un chemin, une sorte de compromis entre les deux.
C'est ce qui vous a permis de lâcher prise, parce qu'en fait, vous en parlez du lâcher prise, et je me disais, mais comment on fait pour s'entraîner, enfin, comment on fait pour aller dans le sens du lâcher prise. On en parle beaucoup, tout le monde en parle du lâcher prise, faut lâcher prise, faut lâcher prise. Bon, quand en général, on y pense, en général, on n'y arrive pas très bien. Quand vous faites de la musique, par exemple, quand vous avez des étudiants, parce que quand on est dans l'improvisation, il faut justement, effectivement, lâcher prise, c'est ce que vous expliquez. Et comment on peut... justement, sortir de ces carcans. Après, encore une fois, moi, je suis pas un grand spécialiste, je suis pas un neuroscientifique, je suis pas. Ah non, bien sûr. C'est une expérience personnelle, mais de mon expérience, ce qui en ressort, c'est que il faut réussir à retrouver notre état premier. On est avec une curiosité inouïe vis-à-vis de tout ce qui nous entoure. Et avec une méconnaissance totale de tout. C'est la naissance, quoi. Et puis, on a un instinct qui nous guide. C'est la seule chose qu'on ait. On n'a rien d'autre. On a un instinct qui nous guide. L'instinct nous dit, il faut manger. L'instinct nous dit, à un moment donné, il faut faire ceci, cela. Il y a des choses naturelles qu'on fait. Moi, je me souviens, à la naissance de mes 2 enfants, la première réaction qu'ils ont eue naturellement, au moment où le cordon ombilical a été coupé, c'est d'aller chercher le sein de leur maman pour manger. Il y a des choses qui sont instinctives, mais pourtant ils savaient rien. Ils n'avaient jamais vu ça de leur vie, personne ne leur avait appris à le faire. Donc il y a un instinct qu'il faut sculpter, qu'il faut nourrir, qu'il faut arroser pour qu'il grandisse, pour qu'il se développe. Cet instinct-là, on va jamais à l'école pour l'apprendre. Il est là, il doit être exploité et travaillé. Encore une fois, je suis pas neuroscientifique, mais je suppose par expérience que nos cerveaux sont divisés en plusieurs parties. Il y a une partie, en tout cas, c'est sûr, qui est très consciente, qui est celle de l'apprentissage, de l'analyse. Et il y en a une autre qui est celle dont on se sert lorsqu'on dort, qui est celle beaucoup plus comment on dit, qui est inconsciente, mais qui travaille. Elle fonctionne. Cette partie du cerveau fonctionne. Elle n'est pas lâchée. Et cette partie-là, c'est celle de l'instinct, c'est celle de l'inspiration, de la création artistique, de la liberté artistique pour moi. C'est comme ça que je le vois. En tout cas, c'est mon analyse tout à fait néophyte de ces choses-là. Et donc cet instinct, en le développant, en apprenant à le pas le contrôler, mais à le guider, on peut entrer dans cet état d'esprit de créativité qui fait qu'on est absolument libre. Ça, c'est assez beau, ce que vous dites. Et c'est marrant parce que vous parlez de neurosciences. Et je vais faire un lien qui va pas vous sembler tout de suite logique, mais vous allez voir où je veux en venir. En fait, j'ai reçu 2 neuroscientifiques sur mon podcast et les 2 sont libanais. Il y a Albert Moukeiber et Sama Karaki. Et en fait, je dis ça alors parce que vous faisiez référence aux neurosciences, mais ça me permet d'aller vers le fait que vous êtes né au Liban. Et je voulais savoir s'il y a un impact sur votre capacité à improviser du fait d'être né dans un pays en guerre. Même si vous n'êtes pas resté très longtemps finalement quand vous étiez petit, mais le fait d'être né dans un pays en guerre, est-ce que ça joue sur le fait d'improviser justement? Parce qu'en général, on dit ça. Mais je sais pas. Si c'était vrai, tous ceux qui étaient nés en guerre improviseraient, ce qui est pas forcément vrai. Mais c'est sûr que l'éducation que j'ai eue, qui m'a sensibilisé au contexte dans lequel je suis né, a eu un impact sur le regard que je pose sur mon rôle et ce que j'ai à faire sur cette planète. Et moi, je ne me voyais pas autrement à travers mon éducation. Je me suis jamais vu autrement qu'en étant dans la création. Petit, je voulais participer à la reconstruction de Beyrouth. Je voulais inventer des immeubles pour que Beyrouth soit plus jolie, parce que c'était terrible. D'ailleurs, ça l'est encore. Et ensuite, en grandissant, bon, j'ai senti que j'étais pas fait pour l'architecture, même si j'adorais ça. Et j'ai senti que j'avais plus d'aptitude dans la musique. Donc, mais je ne me voyais pas autrement que dans la reconstruction d'un environnement, dans la participation de la construction d'un environnement. Et comme je dis parfois, j'ai pas pu devenir architecte et donc
construire l'environnement dans lequel on est quand on vit, quand on a les yeux ouverts. J'ai l'impression aujourd'hui d'être d'une certaine manière quand même architecte parce que je participe à la création de l'environnement dans lequel on vit lorsqu'on a les yeux fermés. J'aime beaucoup cette idée. Vous avez eu une formation très classique par votre père, mais pas seulement. Est-ce que c'est essentiel d'avoir cette formation très classique pour pouvoir ensuite improviser? Je pense en particulier à Picasso. On connaît de Picasso en général ses peintures qui sont très étranges, mais en fait il maîtrisait parfaitement la peinture classique avant d'aller vers ces peintures plus originales, on va dire. L'école de l'art classique en général est tellement exigeante que c'est pas mauvais en tout cas de l'avoir en référence. Ça peut pas être mauvais, quoi. C'est tellement incroyable. C'est comme pour le théâtre, pour les acteurs, tous ceux qu'on fait du théâtre classique, en général, ont une formation et des bases absolument dingues. Dans la peinture, vous venez de le dire, dans la danse, c'est pareil. Les danseurs classiques qui d'un seul coup se mettent à faire autre chose sont en général des techniciens incroyables. Donc je pense que l'art de la musique classique est un art qui est tellement développé, qui a tellement été perfectionné pendant des siècles que celui qui le maîtrise ou celle qui le maîtrise parfaitement est nécessairement quelqu'un qui a des aptitudes incroyables en général. Donc, je pense que ça aide vraiment. Après, je crois vraiment pas qu'il soit nécessaire de passer par l'art de la musique classique ou par l'art classique en général pour devenir un artiste ou pour créer. Il y a beaucoup de gens qui sont autodidactes, qui sont certainement parmi les meilleurs musiciens que j'ai rencontrés dans ma vie. Et ça les empêche pas, voilà. Mais c'est vrai que quand on passe par ce chemin-là, il y a une exigence, il y a une excellence dans ce qu'on attend de nous. Moi, je me rappelle à l'époque où j'étais au Conservatoire de Paris ou lorsque je passais des concours internationaux, l'exigence qu'on attend de nous, elle est dingue. C'est-à-dire, vous imaginez un programme de, je sais pas, une quarantaine de minutes. Il faut que tout soit parfait. Je dirais une note à côté et vous risquez de passer à côté du premier prix. Donc c'est vraiment dingue. Mais c'est plus vraiment, pour moi, c'est pas de l'art, c'est plus du sport. et souvent, la musique classique, c'est devenu d'une certaine manière une forme de compétition pour savoir qui est la personne la plus virtuose, etc. Et d'ailleurs, on en a perdu presque l'essence. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle d'un artiste classique, oh là là, le virtuose classique, etc. Alors qu'il y a des gens qui sont peut-être moins bons techniquement, mais qui communiquent des émotions 1000 fois plus intéressantes. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que lorsque j'ai terminé cette époque-là des concours et des conservatoires, etc., et que j'ai, à l'âge de 22 ans à peu près, j'ai posé ma trompette dans la boîte, j'ai fermé la boîte, j'ai dit j'arrête la musique. Et j'étais prêt vraiment à m'arrêter. Oh, wow. Et c'est parce que d'un seul coup, je sais pas, j'ai eu une sorte de souffle de bonheur à travers la musique une sorte de, je sais pas, j'ai recru en ce que j'étais capable de faire finalement, que je me suis relancé dans la musique en ayant comme objectif de ne plus jamais chercher la virtuosité, mais de ne chercher qu'une chose, c'est à toucher les gens lorsque j'en ai besoin, lorsque j'ai envie de toucher les gens, d'être capable de vraiment passer un vrai moment de bonheur, de joie, de sincérité en tout cas, avec les gens qui écoutent ma musique. Et vous parliez tout à l'heure d'autodidacte. J'aimerais bien que vous nous racontiez l'histoire à l'université de George Mason, quand vous répétiez. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage. Enfin, c'est un passage de votre vie, donc j'imagine que oui. Mais c'est hyper marquant. Oui, c'est très, très marquant. D'ailleurs, dans ce livre, souvent, j'ai essayé de ponctuer un peu les différentes théories que j'ai par rapport à des expériences de vécu. Et là, en l'occurrence, vraiment, ça a été une très, très chouette expérience. Justement, j'étais en train de passer un des tout premiers concours de trompette que j'avais décidé de passer. Donc, à l'époque, j'avais 19-20 ans. Je ne sais plus exactement quel âge j'avais. Je devais avoir une vingtaine d'années. 21. Et c'était quelques mois après... c'était 6 mois, d'ailleurs, pratiquement jour pour jour après les attentats du 11 septembre 2001. Et je me souviens, donc j'étais dans cette université à Fairfax, à côté de Washington, et je m'entraînais pour le concours qui allait avoir lieu le lendemain. Et donc on m'avait donné une salle dans les locaux de l'université, donc j'étais en train de travailler ma trompette et tout ça. Et à un moment donné, j'étais fatigué, donc je me suis mis à pianoter. Il y avait un piano et je m'amusais. Je jouais pas super bien, mais je m'amusais. Je faisais du blues, j'inventais je faisais des impros et tout. Et pendant que je m'amusais, au piano, d'un seul coup, il y a une personne qui faisait le ménage dans le bâtiment,
qui ouvre la porte, qui me demande si ça pose pas problème si elle faisait le ménage dans la salle. Je dis bien sûr, allez-y. Et j'étais en train de jouer en même temps. Et ce grand monsieur, d'un seul coup, au bout de quelques secondes, quelques minutes d'écoute pendant qu'il faisait le ménage, s'arrête, se lève et il s'arrête, il s'approche de moi et il s'assoit à côté de moi sur le banc. Et il était très imposant, je me souviens, il m'avait fait un peu peur au début. Je me dis mais qu'est-ce qu'il me veut? Et il me regarde jouer et d'un seul coup il me dit regarde et il pose ses mains, des gros doigts, il pose ses mains sur le piano et il me montre un accord complètement déjanté pour moi à l'époque, que je connaissais pas, que j'avais jamais entendu, que j'avais jamais vu de ma vie, qui est une superposition de deux accords qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Théoriquement, tu me dis, tu poses cet accord-là avec cet accord-là, je te dis impossible, ça peut pas sonner. Et là, le gars les joue, et je me dis mais merde, mais c'est trop beau. Et il me dit regarde, si tu peux t'en servir, vas-y parce que c'est un très bel accord, je te le donne. Et, oh, wow. et du coup, voilà, il m'a appris un truc que j'avais jamais imaginé jouer. Et lui, c'était un homme de ménage d'université, quoi. Et simplement, enfin, en toute simplicité, il vient à côté de moi et puis il m'apprend un truc. Moi, le mec qui passe des concours internationaux et qui se prend pour un grand musicien, d'un seul coup, c'est ce gars complètement inconnu dans ma vie qui m'apprend un truc. Et ce genre de rencontre, ça force forcément à l'humilité. On se dit, mais attends, mais quoi que tu fasses, de toute façon, il y a tellement de choses que je vais apprendre de plein de gens qui n'ont pas forcément fait le même parcours que moi et qui vont m'apprendre plein de choses. C'est effectivement une très belle leçon d'humilité, je trouve. Une question que je me posais, vous parlez aussi de vulnérabilité dans le livre. C'est quoi le lien entre l'improvisation et la vulnérabilité ? Je dis dans le livre que c'est l'improvisation, c'est comme quand on joue tout seul, par exemple, en improvisant, c'est comme quand on se regarde dans un miroir. Et c'est-à-dire, on peut pas se mentir. Je veux dire, on se regarde dans un miroir, on voit tous nos défauts. Et éventuellement, si on a un peu confiance en soi, on arrive à voir quand même quelques trucs pas trop mauvais. On arrive à trouver en tout cas des points positifs. On voit tout ce qui va pas. On se regarde dans les yeux, donc soi-même. Donc on s'affronte d'une certaine manière. On affronte notre sincérité. Et donc improviser quelque part, c'est un peu la même chose, quoi. Donc il faut pas avoir peur de se regarder en face. Et ce miroir, en fait, il est très très inquiétant. Essayez de vous regarder pendant 2 ou 3 minutes sans arrêter dans un miroir. Vous allez voir, ça fait très 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 bizarre. Ouais, on fait rarement ça, c'est vrai. Et on fait pratiquement jamais ça. On se regarde vite fait pour je sais pas, pour se coiffer, pour faire je sais pas quoi, pour se maquiller, pour ceux qui se maquillent, etc. Mais rarement on se regarde dans les yeux pour se regarder dans les yeux. Et improviser, c'est ça en fait. Et donc il y a quelque chose de quand même très inquiétant, très très dur. Faut affronter ce regard-là. Il est sévère ce regard-là. Hein. Il est pas facile. Donc oui, c'est une forme de bouleversement en fait, mais c'est entre soi et soi-même, c'est entre nous et nous-mêmes. Il y a personne d'autre qui regarde, c'est nous. C'est pour ça que l'improvisation, quand on est en public et qu'on improvise tout seul, quelque part, ça n'engage que nous. C'est nous et notre sincérité. Si les gens comprennent, apprécient, c'est génial. S'ils n'apprécient pas, bon ben c'est dommage. Mais l'exigence qu'on a vis-à-vis de soi-même, c'est elle qui va compter. Et alors, parce que vous êtes professeur aussi, et la question que je me pose, c'est comment vous apprenez ça aux étudiants, enfin, parce que je comprends ce que vous dites et en même temps je me dis mais c'est tellement difficile parce que lâcher prise, être dans la vulnérabilité quand on est face à X nombre de personnes, que ce soit 10, 20, 200, 3000, c'est pas facile parce qu'on veut je sais pas si on veut impressionner, mais en tout cas, on veut plaire quelque part. C'est une sorte de cadeau qu'on fait quand on fait de la musique, enfin, j'imagine. Oui, oui, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai, hein, vous avez complètement raison. Mais il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. Moi, je pense qu'on a beaucoup plus à communiquer que simplement plaire et se trouver sympa ou s'aimer. S'aimer, c'est important. Hein. Mais on peut communiquer beaucoup plus de choses.
Et puis, la vulnérabilité, c'est quelque chose enfin, on apprend à dompter notre vulnérabilité. Être vulnérable, c'est pas forcément être faible. Pas du tout. Voilà, moi, j'essaie de ne jamais être trop faible, mais j'accepte d'être vulnérable. Et je le fais parfois avec, avec beaucoup d'entrain d'être vulnérable. J'ai même tendance maintenant à dire que j'aime bien quand en concert, je fais des fautes, par exemple. Parce que, d'abord, ça rend humain ce que je joue. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de voir quelque chose de parfait où il n'y a pas d'erreur. Même moi, quand par exemple je vais voir un musicien en concert, je vais trouver impressionnant, par exemple, que ce musicien ou cette musicienne ne fasse aucune faute. Mais bizarrement, si vraiment tout est parfait, je sais pas, il y a quelque chose qui me touche plus. Comme un ordinateur face à moi. Ouais, c'est trop lisse, en fait. C'est trop lisse, voilà, exactement. C'est peut-être le mor. Trop lisse ou alors trop préparé. Trop, je veux être parfait. Or, j'ai pas l'impression que c'est ça qui touche Regardez aujourd'hui les musiques faites par ordinateur, c'est devenu une industrie, mais on est moins touché. Alors c'est super parce que c'est une industrie, ça fait vivre des musiciens, ça fait vivre le business, ça fait des concerts, des festivals, etc. Mais j'ai rarement vu par exemple quelqu'un sortir d'un concert d'électro berlinoise ou de concert de techno, etc. en disant oh, j'ai été touché ce soir. Non, ils vont dire je me suis éclaté, j'ai dansé comme un fou, etc. On s'est bien amusé, on a fait les fous, on s'est défoulé, c'était génial, on a passé un temps dingue. Ça c'est génial, et d'ailleurs c'est pas un reproche, hein, c'est génial de faire ça. Mais on n'entendra pas j'ai été touché. Ça m'est allé droit au cœur. Donc la perfection en soi, moi, me touchera beaucoup moins. C'est marrant parce que j'ai cette phrase, depuis longtemps dans ma tête. Quand les gens me disent, alors ça n'a rien à voir avec la musique, je vais jeter du coq à l'âne, mais quand on parle de relations amoureuses et les gens se disent j'ai envie d'être parfait, etc. Et moi je dis toujours, mais le lisse, ça n'accroche pas en fait. Vous imaginez une surface lisse, et en fait sur une surface lisse on glisse. Il faut qu'il y ait des aspérités pour pouvoir s'accrocher sur une surface. Et du coup j'ai l'impression que c'est un peu la même. Enfin c'est pour ça que je fais le parallèle, je me permets. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment de ça aussi. Oui, et puis une vie parfaite, ça doit être ennuyant. Moi, des fois, je me pose cette question, parce qu'on parle avec les copains ou la famille et tout. Bien sûr. Vous savez, cette fameuse question que les gens se posent un peu débilement, des fois, enfin, c'est un peu idiot, quoi, vraiment, de se poser cette question, mais qu'est-ce que tu ferais si tu étais milliardaire? Mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Parce qu'une fois que tu as acheté toutes les voitures que tu veux, toutes les maisons que tu veux, tous les canapés que tu veux, tous les pianos et les trompettes que tu veux, toutes les tables et les machins que tu veux, une fois que tu as fait le tour de la planète, qu'est-ce que tu fais, en fait? Tu t'ennuies. Alors, évidemment, il y a des gens qui écoutent qui vont dire, ouais, mais enfin, quand même, c'est pas mal. Comme disait Coluche, l'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue. Exactement. Mais je veux dire par là que moi, ça m'intéresse pas, en tout cas, en effet. Ça m'intéresse pas quand c'est trop lisse. Et en effet, vous avez raison de faire la comparaison avec les histoires d'amour. Parce que combien de fois est-ce qu'on a entendu des gens dire, oui, il est parfait, mais je sais pas pourquoi je l'aime pas. Je suis pas amoureuse. Je suis pas amoureux. Elle est parfaite, je n'ai rien à lui reprocher, elle est géniale, mais je suis pas amoureux. Souvent, on a besoin de tomber amoureux de quelqu'un qui nous touche. Et cette personne qui nous touche, elle peut pas ne pas avoir de cicatrices, ne pas avoir d'histoire, de douleur, de moments difficiles, de problèmes, de défauts, de névroses. Ouais, non, mais c'est important. C'est important de le dire. Et du coup, dans la musique, et j'imagine que c'est ça que vous transmettez à vos étudiants aussi, c'est précisément... laisser aller. J'essaie de leur apprendre à se tromper. C'est une des premières leçons que je fais d'ailleurs dans les cours d'improvisation. En fait, il y a quelques années, maintenant j'ai arrêté parce que j'ai un peu moins le temps, mais j'ai créé une classe d'improvisation au Conservatoire régional de Paris, dans le cadre du pôle supérieur, donc c'est l'enseignement supérieur universitaire de la musique dans le cadre du conservatoire, donc c'est Paris et Boulogne. Et donc, j'ai créé une classe où j'avais uniquement des musiciens, tous instruments confondus, classiques, de très haut niveau, qui sont tous destinés à faire des carrières professionnelles. Et tous sont volontaires. Donc, c'est pas une classe imposée. Ils viennent parce qu'ils ont envie d'apprendre à improviser. Et donc, dès les premières leçons, la première chose que je leur apprends, c'est à se tromper. Je leur dis maintenant, on va tout faire à l'envers. Donc, joue-moi une phrase que tu maîtrises parfaitement dans ton répertoire,
Et une fois que tu l'as joué 1 ou 2 fois, maintenant joue-la en faisant exprès de te tromper à un moment donné au milieu. Et ça commence par ça. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Trompe-toi. Apprends à te tromper. Apprends à tomber, en fait. Comme dans les sports de combat et tout ça. Apprends à tomber. Et si tu n'apprends pas à tomber, tu n'arriveras a priori pas à développer de créativité. Tu dois apprendre à te tromper, à tomber. Sinon, tu n'apprendras jamais à marcher tout seul. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'improviser, c'est faire n'importe quoi ou justement pas du tout, c'est l'inverse? Non, c'est vraiment l'inverse. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que dans le langage courant, quand on dit s'improviser ceci ou s'improviser cela, c'est devenu un péjoratif en fait. Et c'est dommage. Parce que moi, j'adorerais m'improviser, je sais pas, moi, plombier par exemple. J'adorerais, mais c'est devenu péjoratif. On dit pas, non, t'improvises pas, on s'improvise pas musicien, on s'improvise pas machin. On s'improvise pas blogueur, journaliste, etc. Bah si, en fait, c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. On s'improvise et après, faut être performant. On va pas faire n'importe quoi. Non, il s'agit pas de faire n'importe quoi, mais il s'agit d'accepter de se tromper. Vous avez tout un chapitre sur la transmission. Et ça, c'est un truc qui, moi, c'est le sens de ma vie, la transmission. L'improvisation comme transmission, qu'est-ce que vous essayez de faire passer comme idée quand vous écrivez un livre parce que le livre, il n'est pas que pour les musiciens, donc qu'est-ce que vous essayez de faire passer en fait? C'est quoi l'idée pour vous qui vous semble importante derrière cette idée d'improvisation? Enfin, l'idée ou les idées, bien sûr. C'est un point fondamental dans tout ce que je fais depuis le début. C'est et ça rejoint une des premières questions que vous m'avez posées sur le lien qu'il y a entre la manière avec laquelle je fais mon métier et le fait que je sois né là où je suis né. Et le contexte dans lequel je suis né. Je pense qu'il y a depuis toujours une envie chez moi de faire en sorte que les gens s'aiment et vivent bien ensemble. J'ai horreur des conflits. Quand j'étais petit à l'école, par exemple, je détestais quand les enfants jouaient à la guerre. Et moi, je l'avais connu, donc je pouvais pas supporter ça. Et quand je voyais 2 personnes fâchées, je voulais absolument faire en sorte qu'ils s'entendent. Et même encore aujourd'hui, j'ai un peu cette tendance-là. Et donc, de là, de fil en aiguille, avec la musique, l'art en général, j'essaie de trouver des idées pour réussir à résorber un peu ce gap, cette distance qui est en train de grandir entre la conscience du raisonnable et l'envie de tout envoyer balader qu'il y a, je trouve, dans la société actuelle. Il y a de plus en plus cette sensation, alors le Covid n'aide pas, n'a pas aidé, mais je trouve qu'il y a un truc un peu exponentiel, très inquiétant, actuellement, dans le monde dans lequel on est, qui a été, à mon avis, exacerbé par Internet, qui a généré une forme de parole globale de plus en plus pesante. Il y a... Et puis parce que Internet a beaucoup aidé les manipulations d'esprit et de masse. Complètement. Il y a de plus en plus cette idée qu'on n'y arrivera pas. Que de toute façon, c'est perdu. Que le dialogue interculturel, pour ne prendre que cet exemple-là, c'est voué à l'échec. Que la multiculturalité, que la mondialisation, c'était une lubie. Etc., etc., etc. Et que, quelque part, ces idéaux qui ont été développés de siècle en siècle, jusqu'aux Lumières et même jusqu'aujourd'hui, l'universalisme, moi j'ai grandi à une époque où on considérait qu'une encyclopédie, ça s'appelait Universalis. On apprend quelque chose d'universel, c'est-à-dire qu'on a des versions de la réalité qu'on partage tous les uns avec les autres pour trouver un compromis qui devient universel. Et cet universalisme, c'est ce qui nous unit. Donc on est tous unis dans une différence, dans la différence. Donc c'est toutes nos différences qui vont faire qu'on est ce qu'on appelle une race humaine. Et qu'on est tous prêts à s'accorder les uns les autres. C'est pour ça qu'on a construit l'Europe, c'est pour ça que les États
aux États-Unis, les États se sont unis. C'est pour ça que voilà. Donc les gens veulent et ont toujours voulu s'unir. Et puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à notre époque, il y a une sorte comment dire, de montée d'une croyance qui serait que tout ça, c'est du foutage de gueule et qu'on se fout de nous depuis le début et qu'en fait ce n'est pas possible et qu'il faut tout envoyer balader. Et je pense que pour moi l'improvisation, c'est pour ça que je fais toute ce monologue, mais pour moi l'improvisation c'est l'art de réussir à tous se mettre d'accord malgré nos différences, malgré malgré nos différences d'âge, nos différences de culture, nos différences d'origine, de tout, de religion, de croyance, peu importe. Quand on est un groupe de gens extrêmement différents, il y a un moment où si on a une volonté véritablement d'improviser tous ensemble une musique commune, eh ben on va devoir trouver des points communs, on va devoir les trouver. Et ça, c'est l'école de la vie commune. D'ailleurs, vous faites référence à Nassim Nicolas Tayeb, au Cygne Noir, dans votre livre. Et c'est marrant parce que quand je lisais votre livre, j'y pensais, mais je pensais pas au Cygne Noir, je pensais à son autre livre qui s'appelle Antifragile. Et justement, et ça revient un peu à l'idée qu'on a discuté tout à l'heure. C'est lui ce qu'il dit, c'est qu'un système optimisé, tendu, en fait, il est extrêmement fragile parce que au final, quand c'est trop parfait, ça peut craquer à n'importe quel endroit. Alors que quand on est beaucoup plus dans une forme d'improvisation, c'est peut-être mieux pour faire de la gestion de crise. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... J'en suis complètement convaincu. D'ailleurs, avec mon épouse, on a cette conversation régulièrement parce qu'elle est beaucoup plus stricte sur certaines choses que moi. Et moi, j'ai tendance à lui dire, mais c'est pas grave, ma chérie, mais c'est pas grave, mais tu verras que ça va bien se passer. Comme la dernière fois, on a fait pour le baptême de notre fils, par exemple, elle voulait absolument placer les gens, on avait une centaine d'invités pour le baptême, elle voulait absolument placer les gens parfaitement sur la table. Ah oui. et elle a passé la nuit à faire ça. Incroyable. Moi, je suis allé dormir à la fin. Je lui ai dit, écoute, il est 4 heures, je vais dormir. Et jusqu'à 7 heures du matin, elle a continué à faire le placement de la centaine de personnes. Et pourquoi? Pour qu'au final, le lendemain, au moment où on était tous en train de déjeuner, eh ben, les gens, en fait, ont changé de place. Ils avaient leur place, ils se sont assis, puis 10 minutes après, on voyait que les gens changeaient de place. J'ai dit, tu vois, tu t'es pris la tête. Et en fait, t'aurais pu faire juste un truc basique, mais qui fonctionne. Et naturellement, les gens vont s'improviser leur propre discussion et vont improviser l'endroit où ils ont envie de s'asseoir. Et tu vas voir, ça va très, très bien se passer, en fait. Non, mais c'est extrêmement vrai. Et on parlait tout à l'heure de crise et de votre vision de la société. Pour vous, c'est quoi enfin, parce que vous en parlez dans le livre, donc je me permets de poser la question, mais votre vision pour le monde de demain, comment vous l'envisagez? Alors, ça dépend Est-ce que vous me demandez la vision dont je rêve ou ce vers quoi on va, selon moi, dans la réalité? Bon, on va partir sur la réalité. Ce que vous rêvez, je l'ai entendu parce que vous l'avez dit, c'est-à-dire que les gens qui aient pas de conflit ou peu de conflit, moi j'aime pas le conflit non plus, donc du coup ça j'ai entendu que les gens vivent bien ensemble et j'imagine que c'est plutôt ça votre vision. Oui, mais sans être fleur bleue et idéaliste. Oh, attention, je dis pas que l'improvisation se passe parfaitement bien. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, moi mes élèves quand ils commencent à improviser et que je leur dis il faut qu'on apprenne à se tromper, on se trompe beaucoup. Et donc, le monde tel que je l'imagine, dans le chemin qu'il prend, moi, me rassure pas beaucoup. Je vais être honnête. Je me rassure pas beaucoup, mais pas parce que je pense que tout va mal, pas du tout, mais parce que je pense que beaucoup de gens pensent que tout va mal. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. Et plus on pense que tout va mal, et plus tout va mal, parce que ça crée des tensions. Et je suis inquiet de voir à quel point les gens sont persuadés que tout va mal. Et parfois, je commence à me poser des questions en me disant, mais c'est pas possible. Est-ce qu'ils pensent vraiment, eux, ça? Ou est-ce que, encore une fois, cette internationalisation de l'information, qui est quand même très maîtrisée, ne les pousse pas à penser que tout va mal? Et puis surtout, quand on vient du Liban et qu'on sait ce que c'est qu'une situation où vraiment ça va pas très bien, quand on est en France, on se rend compte que ça va quand même plutôt pas mal, dans l'absolu.
Complètement. Et je me souviens, j'ai plusieurs épisodes comme ça, des tristes épisodes. Je me souviens par exemple au moment des attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan. Tous mes amis en France, tous mes amis qui vivaient à Paris, etc. ou ailleurs, me disaient mais Ibrahim, mais c'est fini quoi. Et ils étaient persuadés qu'après ça, qu'est-ce qui pouvait arriver de pire que c'est-à-dire que pour eux la vie était terminée, la vie d'avant ne pouvait plus vraiment exister. Ce qui est pas tout à fait faux non plus, parce qu'on est quand même traumatisés tous, mais j'étais un des rares à les rassurer, à leur dire, tu sais, je vois exactement ce que tu ressens, je comprends ce que tu ressens, mais crois-moi, tu vas voir, ça va pas, on va y arriver, ça va passer en fait. Et si je leur disais ça, c'est parce que dans mon enfance et dans mon pays d'origine, on a connu ça en pire. Et que nos familles, nous et aussi, on pouvait parfois sortir de la maison en se disant bon bah a priori peut-être là on va se prendre un obus en fait sur la voiture ou dans la maison. Ouais, bien sûr. Et cette vision du monde très triste, négative, pessimiste, etc. Et certainement beaucoup dû à la montée du terrorisme, à cette angoisse permanente ça peut nous arriver à n'importe quel moment, etc., ou aux montées de tensions identitaires, etc., et à l'entretien d'une tension identitaire quand même. Pour moi, elle est vraiment entretenue. Moi, je pense vraiment qu'elle a été entretenue longtemps et qu'elle n'était pas naturelle. Et cette tension-là génère une angoisse générale qui fait que vraiment beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus pessimistes alors qu'ils n'avaient a priori pas forcément autant de raisons de l'être. Et donc moi d'autant plus, et je me rends compte, ma musique il y a 20 ans était plutôt triste, plutôt nostalgique, assez dure, parce que c'était une sorte d'essouffrance de mon enfance, etc. Et plus je grandis, plus je prends de l'âge, et plus je vais vers des musiques légères, parce que je me dis, mais on a besoin de musique légère aujourd'hui, on a besoin de légèreté. C'est pas possible, on peut pas vivre dans ce monde aussi pessimiste. Et donc, vous voyez là, mon dernier album, par exemple, c'est beau, c'est de la musique beaucoup plus détendue, beaucoup plus légère que ce que j'ai pu faire il y a 15 ans. Ouais, complètement. Vous parlez aussi, on parlait tout à l'heure d'éducation et de la manière dont on apprend la musique. Vous avez fait cette référence à Einstein qui disait inventer c'est penser à côté. Le système éducatif, il nous permet pas du tout de penser à côté. En fait, à l'inverse, il nous met dans des cases, et c'est vrai dans la musique, mais c'est vrai un peu pour tout. Et vous avez cette phrase sur, je sais plus, je crois que vous faites référence à Mozart, mais vous dites si Mozart nous entendait faire de la musique aujourd'hui, il dirait il y a plus de musiciens en fait, c'est des personnes qui répètent de la musique finalement, parce qu'à l'époque eux ils faisaient que de l'improvisation finalement. C'était là-dessus qu'ils étaient challengés beaucoup plus que sur le fait de répéter parfaitement des morceaux qu'ils connaissaient déjà. Absolument. Et l'improvisation avait beaucoup plus de place dans le passé. En fait, plus on avance, plus il y a des certitudes. Plus on est sûr de nous. Et c'est bizarre, c'est bizarre parce que les Grecs, par exemple, quand on vient à l'époque des Grecs, les Grecs disaient moi je sais rien. Et pourtant, ils arrivaient à calculer des trucs qu'on serait bien incapable de faire aujourd'hui. Et alors que nous, on a des ordinateurs, etc. Donc en fait, ils savaient 1000 fois plus que nous, relativement. Ils savaient 1000 fois plus de choses que nous. Ils avaient beaucoup plus de connaissances du monde, etc. Et eux disaient, mais nous, on sait rien. On apprend, on découvre, on veut chercher. Les musiciens, et Pythagore, il était à la fois musicien, musicologue, scientifique, mathématicien. Il y avait pas de case, il y avait pas de certitude. On était des gens qui réfléchissaient simplement, qui se posaient des questions. Là, voilà, il y a peut-être un peu moins cette humilité aujourd'hui, peut-être parce qu'on est plus sûr de nous, parce qu'on a développé des technologies incroyables, parce qu'on est allé sur Mars, parce qu'on est capable de créer des trucs incroyables. Et donc du coup, on se dit que bon ben voilà, ça y est, on maîtrise l'histoire. Bon ben peut-être pas en fait. Peut-être pas. C'était un petit retour à l'humilité qui permettrait d'avoir des écoles qui apprendraient aux élèves à se poser des questions plutôt qu'à répondre à des questions.
Et alors, vous voyez, c'est marrant que vous dites ça parce que j'ai fait un épisode sur l'esprit critique, justement avec une neuroscientifique. Donc, tous les neuroscientifiques que j'ai reçus sont libanais. Donc, enfin, il y en a 2, mais les 2 sont libanais. Et Sama disait justement, le système éducatif, il est très problématique parce qu'en fait, on s'en moque de la bonne réponse. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont on se pose des questions. Et en fait, vous voyez, finalement, vous retombez sur cette même logique. Mais oui, dans le livre, dans petite improvisation petite philosophie de l'improvisation. Petite improvisation de la philosophie. Non. Je marque le coup en disant qu'on fait une énorme erreur à l'école. Quand il y a un problème, on demande à l'élève de trouver la solution au lieu de lui dire de chercher le problème. Enfin, de chercher la solution. On cherche la solution, on la trouve pas. C'est pas grave de pas trouver. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on cherche, en fait. C'est le chemin de la réflexion qui est intéressant. Le résultat, on peut le trouver en trichant. Ça, pour moi, c'est une des clés de voûte de l'éducation qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on doit trouver la réponse et que c'est une erreur. Voilà, c'est une énorme erreur, une faute pour moi. Et donc, il faudrait vraiment réfléchir à se poser les bonnes questions. Non, mais c'est précisément ça. Et même si on prend de manière plus large... au moment où on enregistre, en tout cas, il y a eu ce discours au MEDEF où Aurélien Barraud disait en fait, le problème, c'est pas tant de de trouver les solutions à ce stade, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et il disait précisément la même chose, alors que c'est sur un sujet, on revient à la société, et lui, bon, il a une expertise qui est différente de la vôtre et de la mienne d'ailleurs. Mais finalement, il tombait sur cette même logique de dire, en fait, on ne se pose pas les bonnes questions. Et Socrate, c'est vraiment cette logique socratique finalement. Oui, absolument. Absolument. Et le milieu de l'entreprise, c'est une très bonne école aussi. Hein. Moi, je suis musicien, mais j'ai monté aussi mon entreprise il y a presque 20 ans maintenant, qui est donc mon label, qui est ma boîte de production. Et j'embauche des gens. Hein. J'ai un peu plus d'une douzaine de personnes à plein temps aujourd'hui qui travaillent dans cette boîte de production. Et je me rends compte, par exemple, que souvent, les personnes que j'emploie, pas tous, heureusement, et s'ils nous entendent, il faut pas qu'ils s'imaginent que je parle de eux, là, spécifiquement. mais dans le passé, surtout, et parfois même un peu encore aujourd'hui, lorsqu'ils se confrontent à une problématique d'entreprise, la première réaction n'est pas de se dire « Venez, on va s'asseoir, on va se poser des questions et on va essayer de comprendre ce qui se passe. » Non, ils vont s'imposer de devoir trouver la réponse parce que derrière, il y a un salaire, supposément, en face d'une réponse qu'ils sont censés donner. C'est terrible. C'est terrible. Moi, j'ai jamais demandé, par exemple, à un de mes employés d'être parfait. Mais par contre, je leur ai toujours dit, formez-vous, continuez de vous former, continuez d'apprendre, continuez de chercher. Et souvent, j'ai employé des gens qui n'étaient pas forcément les meilleurs dans le poste sur lequel je les embauchais, mais parce que j'avais espoir qu'ils progressent très 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 vite et qu'ils deviennent encore mieux que le meilleur. Et ça c'est une logique d'entreprise qui doit aussi fonctionner. Les entreprises privées savent ça et fonctionnent comme ça. Moi, toutes les personnes que je rencontre qui ont des entreprises privées en parlent de ça. Au final, je me pose la question, mais c'est une question très générale et en même temps, j'aurais pu commencer par là, mais j'aime bien l'idée de finir par là. Pourquoi vous l'avez écrit, ce livre ? C'était quoi l'idée derrière pour vous ? Il y a plein de choses en fait. Il n'y a pas une idée. Enfin, l'idée globale philosophique, on l'a dit. C'est parce que je pense vraiment qu'on est à une époque où les gens ne savent plus parler, ne savent plus échanger, ne savent plus s'aimer, se comprendre. Dès qu'ils voient la différence, il y a une forme d'adversité les griffes qui sortent, les dents qui sortent, etc. Et ça me désespère. Donc je me dis, il faut quand même que je mette, même si ça ne servira à rien, qu'au moins j'essaye de poser ma petite pierre à l'édifice en espérant que des gens le lisent et qu'ils se disent ah bah tiens, il y a peut-être quelqu'un qui a pensé avant moi, donc c'est peut-être que j'ai raison. Voilà. Donc que j'ai raison d'y penser ou de le penser. Après, je pense que j'avais aussi envie de partager mes expériences parce que au final, moi j'écris beaucoup sur mes ordis depuis que j'ai 10 ans, 15 ans. Oh, wow. J'ai écrit énormément et j'ai jamais rien publié. J'ai jamais échangé là-dessus. J'ai tout gardé pour moi. J'écris énormément et je montre rien. Et puis j'ai rencontré cette éditrice, Jeanne Pham Tran,
qui m'a convaincu que peut-être je devrais pas forcément avoir peur de montrer un certain nombre de choses que j'écris qui peuvent être a priori utiles selon elle. Et puis elle m'a convaincu. Non, mais je confirme. Voilà, et elle m'a sorti un peu de cette peur de ne pas être légitime, d'autant que dans ma famille, il y a quand même des personnes qui ont écrit et qui écrivent magnifiquement bien. Et que du coup, voilà, on se dit, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que c'est légitime, etc. Puis au final, bon, voilà, on se lance. C'est ce que j'allais dire, enfin, parce que dans la peur la peur à laquelle vous faites référence, c'est vraiment ça. Quand on improvise, justement, on se lance. Et il y a aussi autre chose que j'ai pas peur d'évoquer aujourd'hui, parce que ça y est, j'ai fait le bilan. Mais je suis passé par une période très compliquée et j'ai détesté être raconté par d'autres que par moi. Il y a rien de pire que quand les gens disent de vous des choses et que c'est public, que ça devient de notoriété publique et que vous pouvez pas vous exprimer. Et jusqu'en 2016. En général, pas toujours évidemment, mais en général, la presse était très bienveillante vis-à-vis de moi. Il y a eu quelques écarts, quelques trucs pas drôles quand des journalistes de jazz se mettaient à me taper dessus parce que d'un seul coup, ils trouvaient que ce que je faisais n'était pas bien et qu'ils avaient envie de le crier très haut et très fort. Bon, ça c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, parce que c'est comme ça, y a pas de problème. Mais en 2017, donc j'ai traversé une période très compliquée, une sorte de désert de sociabilité, d'humanité, et qui a fait que on m'a conseillé de me taire pour régler ce qui se passait, pour régler le problème. On m'a conseillé de ne surtout pas intervenir et d'attendre que justice soit faite, etc. Et j'ai attendu, mais j'ai beaucoup regretté d'avoir attendu. Je me suis dit, mince, en fait, c'est une erreur. Quand les gens vous racontent à votre place, de manière publique et de manière très large, d'autant plus, qui plus est, il faut intervenir. Il faut pas laisser faire parce qu'en fait, l'époque à laquelle on vit fait que une toute petite graine devient une énorme boule de neige et un énorme torrent. Et ça va très 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 vite et ça peut assécher une mer, quoi. Ça peut tuer, ça peut ravager les terrains les plus fertiles du monde. Et à la même époque où moi je traversais ce désert, d'autres ont traversé quelque chose de similaire et n'ont pas survécu à ça. Et moi j'ai été fort, peut-être parce que je suis très bien entouré, parce que j'ai une famille incroyable, parce que j'ai des amis géniaux, parce que j'ai un entourage professionnel incroyable, etc. Mais une fois que je suis sorti de cette crise, je me suis dit, je dois apaiser tout ça, apaiser mon cœur aussi, et montrer qu'au final, il y a des solutions à ce type de problème aussi. Et je dois raconter ma vision des choses, ma vision du monde, que les gens fassent un peu plus connaissance avec moi, pour qu'à aucun moment dans le futur, on puisse s'imaginer une seule seconde que les rumeurs étaient vraies. Je comprends. C'est hyper intéressant ce que vous dites en fait. C'est parce que bien sûr on pourrait se dire c'est valable uniquement pour une personne célèbre, etc., etc. Mais en fait, je pense que ça peut être valable à plein d'endroits. Et je pense en particulier à des jeunes qui se font, on appelle ça bullied sur les réseaux sociaux, etc., etc., qui peuvent arriver à des suicides. Et en fait, je pense que c'est effectivement, vous avez raison, extrêmement important de se raconter aussi et de pas laisser la parole qu'aux autres, bien sûr. Exactement. Faut accepter, parce qu'en fait, on se protège souvent. Comment dire, on se barricade. Ouais, bien sûr. On se protège dans une sorte de grosse coquille. Et cette coquille, ces barricades, les gens disent, s'il y a une barricade et une coquille, c'est qu'il a peut-être quelque chose à se reprocher. Or, en fait, c'est une réaction naturelle de protection, parce qu'on se dit, mince, encore une fois, on reparle de cette vulnérabilité. C'est ça. Et puis, on a commencé par la coquille, d'ailleurs, c'est drôle. Ouais, mais en fait, ça va vraiment avec, hein. Et ça a été une énorme leçon pour moi.
aussi, hein, ces 3-4 années un peu difficiles là. Parce que j'en suis ressorti en me disant, ben, c'est peut-être ça, en fait, qui a fait que je vais bien encore aujourd'hui, malgré cette grosse crise de la vie. J'ai gardé un équilibre, même moi, je me surprends. Les gens me regardent, des fois, ils me disent, oh là là, ça doit être terrible maintenant de vivre avec ça. Je leur dis oui et non, en fait, parce que je n'avais rien à me reprocher. J'ai accepté la crise. C'était une période compliquée. Mais au final, j'ai improvisé mon quotidien avec ça. J'ai appris à être encore plus vulnérable que je ne l'étais. Et en fait, au final, il y a une forme de souplesse qui fait que on traverse ça avec une forme de philosophie. Et on est moins blessé en acceptant cette vulnérabilité. On est moins blessé, on est moins rigide. Moi, je compare ça à une sorte de peau. Si la peau est dure, ça se casse au moment où on plante une aiguille. Alors que si la peau est souple, l'aiguille appuie mais ne perce rien. Et je parlais à ma fille l'autre jour, qui a bientôt 13 ans, et on parlait de ça, de ces crises qui peuvent arriver, et je lui ai dit, tu sais, c'est comme des aiguilles. Si tu acceptes que l'aiguille te fasse mal, mais qu'elle ne se plante pas, mais qu'elle te fasse mal, accepte-la, tu vas voir, parce qu'elle ne percera pas. Et pour moi, c'est ça. Si la peau est dure, on va pas sentir l'aiguille, mais si jamais elle passe, c'est fini. Complètement. Hyper intéressant. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. Ouvrir la porte, je pense qu'on a besoin d'un peu plus d'empathie. Je trouve que notre époque manque d'empathie. Empathie vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de la souffrance, vis-à-vis de l'étranger. On manque d'empathie, c'est terrible. On devient très égoïste, on dit oui, mais enfin, on va pas accueillir toute la misère du monde, oui, mais ça me regarde pas, oui, mais c'est pas mon problème, oui, mais il avait qu'à ceci, oui, mais ils avaient qu'à cela. En fait, on comprend de moins en moins les autres, donc je pense que si on pouvait ouvrir la porte à un maximum d'empathie, ce serait vraiment le bienvenu. Et claquer la porte... C'est et où, hein, vous n'avez pas besoin de claquer, hein, si vous... Voilà. Alors restons sur l'empathie, comme ça on reste sur un truc positif, c'est bien. Super. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci à vous. À bientôt. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.